Êtes-vous déjà allé à Paris? Si oui, vous avez certainement visité les Invalides. Là-bas, sous un immense dôme doré, se trouve un massif sarcophage en porphyre rouge. Les touristes tournent autour en foule, les guides annonnent de façon monotone des dates apprises par cœur, et les visiteurs chuchotent avec révérence. Ici repose l'empereur. Ici repose Napoléon Bonaparte. Le plus grand des Corses. L'homme qui a mis l'Europe à genoux. Mais et si je vous disais qu'il prit le vide? Et si, dans ce luxueux cercueil, ce n'était pas Napoléon? Et si le plus grand stratège de l'histoire avait accompli sa dernière et plus géniale manœuvre après que le monde l'eut rayé de la carte? Bienvenue dans une histoire qu'on vous cache depuis 200 ans. Oubliez les manuels scolaires. Aujourd'hui, nous ouvrons la tombe. Transportons-nous en 1840. 19 ans se sont écoulés depuis la mort de Napoléon sur l'île oubliée de Sainte-Hélène. La France a enfin obtenu la permission de ramener le corps de son empereur à la maison. Le roi Louis-Philippe envoie une expédition. C'est un moment solennel. Les témoins arrivent sur l'île, ces mêmes personnes qui étaient avec Napoléon lors de ses derniers jours en exil. Les généraux Gourgaud et Bertrand, les serviteurs Marchand et Saint-Denis. Ils se souviennent de sa mort. Ils se souviennent de son apparence. Un vieillard bouffi, chauve, épuisé par la maladie. Ils se souviennent qu'on l'a emballé dans 4 cercueils. Oui, exactement 4. D'abord en fer blanc, puis en acajou, puis en plomb, et encore en acajou. On pourrait se demander pourquoi une telle poupée russe. Les Britanniques disaient que c'était pour la conservation. Mais les conspirationnistes vous diront autre chose. C'était pour que personne ne puisse jamais ouvrir le couvercle rapidement. Et voilà que le 15 octobre 1840, sous une pluie fine, les ouvriers commencent à creuser. La terre est humide, argileuse. L'air est imprégné d'une odeur de moisie et de pourriture. Les témoins sont nerveux. Ils ont peur de voir ce qui reste de l'homme. 19 ans dans la terre humide. Vous imaginez ce qu'il devrait y avoir? Des os. De la poussière. De la matière organique décomposée. Les médecins se préparent au pire, se couvrant le nez avec des mouchoirs. Les ouvriers soulèvent difficilement les dalles. Ils forcent le premier cercueil. Le deuxième. Ils découpent le plomb. Et quand le dernier couvercle est soulevé, un silence de mort s'abat sur la tombe. Personne ne respire. Parce que ce qu'ils voient est impossible. Cela contredit les lois de la physique, de la biologie et du bon sens. Napoléon gisait là, comme s'il s'était endormi hier. Son visage était calme et propre. La peau avait seulement légèrement jauni, ressemblant à du vieux parchemin, mais les traits du visage restaient absolument reconnaissables. Les mains, ces mêmes mains qui avaient redessiné les cartes du monde, reposaient sur les cuisses. Les ongles avaient poussé, attention, ils étaient blancs. Même le tissu de l'uniforme était parfaitement conservé. Le docteur Guillard, présent lors de l'exhumation, était sous le choc. Il s'attendait à voir un squelette, mais il a vu un homme endormi. Le corps ne s'était pas décomposé. Pas du tout. Et c'est là que commence le véritable cauchemar pour les historiens. Car, une fois le premier choc passé, les témoins ont commencé à remarquer des détails. Des détails étranges, effrayants, qui ne collaient pas avec leurs souvenirs. Regardons de plus près, comme des détectives sur une scène de crime. La première chose qui a sauté aux yeux, c'est la forme du visage. Le visage du Napoléon mourant était bouffi, plein, presque rond à cause de la maladie et des médicaments. Mais l'homme dans le cercueil avait des traits nets, pointus. Les pommettes ressortaient distinctement. Le nez semblait plus aquilin que dans le souvenir des présents. Quelqu'un a mis cela sur le compte de la dessiccation des tissus. Admettons. Continuons. Les dents. De son vivant, Napoléon avait de très mauvaises dents. Il souffrait de caries, elles étaient sombres, jaunes. Mais quand on a entrouvert la bouche du défunt en 1840, les témoins ont vu une rangée de dents blanches et saines. Comment est-ce possible? Les dents ne se soignent pas après la mort. Les dents ne blanchissent pas dans la terre. Mais le coup le plus terrible porté à la version officielle fut les cicatrices. Tout le monde connaissait le corps de l'empereur. Son serviteur Marchand connaissait chaque grain de beauté. Napoléon était un guerrier. Il avait traversé des dizaines de batailles. Il avait une cicatrice sur la jambe gauche due à un coup de baïonnette à Toulon. Il avait une cicatrice sur le pied due à une balle à Ratisbonne.
Les médecins ont examiné le corps. Il n'y avait pas de cicatrices. La peau était lisse. Où ont disparu les traces de la guerre? La mort efface-t-elle les cicatrices reçues 30 ans plus tôt? Non. C'est impossible. Et un autre détail qui donne la chair de poule. Les bottes. Quand on a enterré Napoléon en 1821, on a eu du mal à lui enfiler ses bottes car ses pieds étaient très enflés. Il a même fallu couper les tiges. Mais en 1840, les bottes aux pieds du mort flottaient librement, et aucune coupure n'était visible. C'était d'autres bottes. Ou c'était d'autres jambes. Rappelons-nous maintenant les vases. Selon une vieille tradition, lors de l'autopsie en 1821, le cœur et l'estomac de Napoléon avaient été extraits et placés dans 2 vases en argent avec de l'alcool. Ces vases avaient été placés dans le cercueil, aux pieds, dans les coins. Retenez bien cela. Aux pieds. Dans les coins. Quand le cercueil a été ouvert en 1840, les vases se trouvaient entre ses cuisses. Comment ont-ils pu se déplacer? Le cercueil était scellé au plomb. Personne n'y a touché. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. Qui a déplacé les vases? Ou peut-être les avait-on placés ainsi dès le début, en enterrant quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui n'est pas mort dans son lit sous la surveillance des médecins, mais quelqu'un qu'on a échangé à la hâte au dernier moment. La commission officielle était paniquée. Il comprenait que s'il disait maintenant, les gars, ce n'est pas lui, c'est un type quelconque, la révolution éclaterait. La France avait besoin d'un héros, d'un symbole, pas d'une énigme policière. C'est pourquoi le procès-verbal d'exhumation a été rédigé rapidement, de manière confuse, omettant simplement de nombreux détails. Le cercueil a été refermé à la hâte. Littéralement en 2 minutes. Pourquoi une telle précipitation? De quoi ont-ils eu peur? Le docteur Guillard voulait poursuivre l'examen, prélever des échantillons de tissu, mais on le lui a interdit. Fermez. Plus vite. Emmenez-le à Paris. La foule attend. Mais revenons un peu en arrière. Sur cette île même. Sainte-Hélène. Une prison de pierre au milieu de l'Atlantique. L'endroit le plus morne sur Terre. Taux d'humidité de 100%. Vent constant. Moisissure sur les murs. Napoléon déteste cet endroit. Il l'appelle sa tombe. Et il est gardé par Sir Hudson Lowe, le gouverneur de l'île. Un homme paranoïaque. Lowe ne craint qu'une chose, que Bonaparte s'échappe. Encore. Comme il s'est échappé de l'île d'Elbe. Lowe vérifie les postes toutes les 2 heures. Il exige que Napoléon se montre aux officiers chaque jour. Mais dans les dernières années de sa vie, Napoléon devient un reclus. Il ne sort pas de la maison pendant des jours. Il s'enferme dans sa chambre. Il prend des bains pendant des heures. Les officiers ne le voient que de loin. Une silhouette à la fenêtre. Une figure dans le jardin, enveloppée dans un manteau et un chapeau enfoncé sur les yeux. Et si ce n'était déjà plus lui? Dans la maison de Longwood, où vivait le prisonnier, régnait une atmosphère étrange. Les serviteurs se comportaient de manière suspecte. Ils jouaient la comédie devant la garde britannique. Napoléon a soudainement cessé de monter à cheval, alors qu'il adorait les chevaux. Il a cessé de dicter ses mémoires. Il a changé. Même l'écriture dans ses dernières lettres est devenue différente. Les graphologues qui ont étudié ses notes plus tard l'affirment d'une seule voix, c'est une autre main qui a écrit. Soit un homme en état de désintégration profonde de la personnalité, soit simplement une autre personne essayant d'imiter l'écriture de l'empereur. Et voici la question clé. Si ce n'est pas Napoléon dans le cercueil, alors qui est-ce? Et où est le vrai Bonaparte? Pour réussir une telle escroquerie, il faut un sosie parfait. Un homme qui ressemble à l'empereur comme 2 gouttes d'eau. Un homme prêt à mourir pour lui. Ou tuer pour lui. Et un tel homme existait sur l'île. L'histoire a conservé son nom, bien qu'on ait essayé de l'effacer. Jean-Baptiste Cipriani. Majordome. Corse. L'ombre de l'empereur. Il était avec Napoléon depuis l'enfance. Ils étaient frères de lait. Et, bon sang, il ressemblait effroyablement à Bonaparte. La même taille. Le même profil. Le même regard. Cipriani meurt subitement sur l'île de Sainte-Hélène. 3 ans avant la mort officielle de Napoléon. Les médecins inscrivent le diagnostic, douleur aiguë à l'estomac. On l'enterre rapidement, sans honneur, dans une tombe anonyme.
Mais quand les historiens ont essayé de retrouver la tombe de Cipriani au XXe siècle, ils ne l'ont pas trouvée. Elle avait disparu. Vide. La terre retournée, pas d'ossements. Où est passé le corps du sosie? Assemblons le puzzle. 1818, Cipriani meurt. Où on le tue? Où on simule sa mort? Au même moment, le régime de garde de Napoléon s'assouplit soudainement pendant quelques jours à cause d'une relève d'officiers. Un jeu étrange commence à Longwood House. Napoléon disparaît dans ses appartements, prétextant la maladie. Et un homme commence à se promener dans le jardin, silencieux et cachant son visage. Les Britanniques pensent que l'empereur déprime. Et si, à ce moment-là, le vrai Napoléon avait déjà rasé ses célèbres cheveux, enfilé des vêtements simples, pris des papiers au nom d'un marin et, sous le couvert de la nuit, était descendu vers une crique secrète où une goélette l'attendait? Et que dans son lit, se tordant de douleur, était resté mourir le sosie empoisonné à l'arsenic? Ou, pire encore, un sosie à qui l'on avait persuadé qu'il était l'empereur? Vous direz que c'est du délire. Que c'est de la science-fiction. Mais regardez les faits encore une fois. Un corps sans cicatrice. Des dents blanches. La tombe disparue du sosie. Le comportement étrange des serviteurs. Et le plus important, le résultat de l'analyse des cheveux. Dans les cheveux de l'homme mort en 1821, on a trouvé une dose monstrueuse d'arsenic. L'arsenic est un conservateur idéal. C'est précisément pour cela que le corps de 1840 était si bien conservé. On l'avait imprégné de poison, comme un animal empaillé. Mais qui a-t-on empoisonné à l'arsenic exactement? Napoléon, pour le tuer? Ou le sosie, pour que son cadavre ait l'air présentable jusqu'à l'arrivée de la commission, pendant que le vrai empereur vogue vers l'Amérique pour bâtir un nouvel empire? Ce n'est que le début. Dans le chapitre suivant, nous analyserons le plan d'évasion. Nous découvrirons qui était François Robaut, le deuxième sosie, qui a disparu de son village natal exactement au moment où quelqu'un mourait sur l'île de Sainte-Hélène. Et nous suivrons la trace d'un mystérieux inconnu apparu à Vérone quelques mois après la mort de l'empereur et que les habitants appelaient avec effroi Votre Majesté. Accrochez-vous. L'histoire est bien plus sombre que vous ne le pensez. Si vous pensez qu'il est difficile de trouver un sosie à l'empereur de France, vous vous trompez. Napoléon avait l'apparence la plus reconnaissable de la planète. Le bicorne, la main dans le gilet, le profil de César Romain. Des milliers de soldats le copiaient. Mais il y avait un homme dont la ressemblance effrayait même la propre mère de Bonaparte. Retenez ce nom, François-Eugène Robaut. Transportons-nous dans la France profonde. Village de Balécourt. Ici vit l'ancien soldat de l'armée napoléonienne François Robaut. Un gars calme, modeste. Mais il suffisait qu'il mette son uniforme pour que les gens dans la rue enlèvent leur chapeau. C'était la copie vivante de Napoléon. Les mêmes yeux, la même taille, la même démarche. Et voilà qu'à l'automne 1818, un luxueux carrosse s'arrête devant la maison du modeste soldat Robaut. Un homme en manteau coûteux en descend. Les témoins disent que c'était le général Bertrand, l'ami fidèle de Napoléon, qui était censé être en exil, mais qui visitait secrètement l'Europe. Il parle longuement derrière des portes closes. Le lendemain matin, François Robaut disparaît. Il s'évapore tout simplement. Les voisins demandent à sa sœur, où est François? Elle répond avec un sourire nerveux, parti travailler. Loin. En Amérique. Plus personne n'a jamais revu François Robaut en France. Mais voici ce qui est étrange. Sa famille, qui vivait dans la misère, commence soudainement à s'enrichir. Ils achètent des terres, construisent une nouvelle maison, s'habillent de soie. D'où vient l'argent? Dans les archives de la police française, l'enregistrement de la disparition de Robaut est raturé. Quelqu'un de très influent a effacé les traces. Où est passé le sosie exactement au moment où il commençait à se passer quelque chose d'étrange sur l'île de Sainte-Hélène? La version des conspirationnistes sonne comme un scénario de blockbuster hollywoodien, mais les faits concordent avec une précision effrayante. 1818, île de Sainte-Hélène. Le régime de garde est assoupli. Le nouveau gouverneur n'est pas encore au courant de tout. C'est à ce moment précis qu'un navire de ravitaillement arrive sur l'île. D'énormes caisses, des tonneaux de vin, des meubles. Dans l'une de ces caisses, selon la version des historiens alternatifs, on fait entrer François Robaut sur l'île. Imaginez la scène. La nuit. La maison de Longwood. Le vrai Napoléon et le sosie effrayé Robaut se tiennent face à la lueur d'une bougie.
Un reflet dans le miroir. L'empereur instruit le soldat, tu dois devenir moi. Tu dois être malade. Tu dois faire des caprices. Tu dois haïr les Anglais. Ne sors pas de la chambre. Prétexte une photophobie. Ta tâche est de tenir 3 ans. Robot accepte. Pourquoi? L'argent? Le patriotisme? Ou un pistolet sur la tempe? Nous ne le savons pas. Mais nous savons que cette même nuit, une chaloupe quitte la crique secrète. Vous demanderez, comment peut-on s'échapper d'une île gardée par toute la flotte britannique? 2 navires de guerre croisaient constamment autour de Sainte-Hélène. Les canons surveillaient chaque parcelle de rivage. Mais l'histoire connaît des exemples d'évasions audacieuses. Et ici surgit le détail le plus fou de cette histoire. Un sous-marin. Ne riez pas. Dans les années 1820, la technologie permettait déjà de créer des sous-marins primitifs. Le contrebandier Tom Johnson, aventurier célèbre de l'époque, se vantait publiquement qu'on lui avait offert 40 000 livres sterling, une somme astronomique pour l'époque, pour sauver l'empereur. Le plan était le suivant, un bateau semi-submersible mécanique s'approche des falaises abruptes où il n'y a pas de garde, on descend Bonaparte dans un panier au bout d'une corde, il n'était plus en forme pour l'alpinisme, et ils partent sous l'eau en passant devant les frégates britanniques. Cela semble fantastique? Peut-être. Mais il existe une version plus prosaïque. Napoléon s'est simplement déguisé en domestique. La garde connaissait le visage de l'empereur, mais personne ne regardait les laquais qui transportaient le linge sale sur les navires. Un officier corrompu, une chaloupe, et le voilà déjà à bord d'une goélette américaine en route pour Baltimore. Et Robot? Le pauvre François Robot est resté dans la cage dorée. Et c'est là que le véritable enfer commence. Imaginez l'horreur de cet homme. Il est enfermé sur une île. Il joue le rôle de l'homme le plus détesté d'Europe. Il ne connaît pas les langues, il est simple, il est grossier. Et il commence à faire des gaffes. Les serviteurs qui n'étaient pas au courant de la substitution commencent à remarquer des bizarreries. L'empereur oublie soudain les dates de ses batailles. Il confond les noms des généraux. Il commence à écrire avec des fautes de grammaire monstrueuses, alors que Napoléon était un homme très instruit. Il oublie même son écriture. C'est précisément pour cela que dans les dernières années de sa vie, Napoléon cesse presque d'écrire lui-même, il ne fait que dicter. Parce que Robot ne savait pas imiter l'écriture de Bonaparte. Les Britanniques remarquent aussi que quelque chose cloche. Dans les rapports de la garde apparaissent des notes, le patient se comporte comme un fou. Il a perdu sa grandeur, il fait du jardinage comme un paysan. Le vrai Napoléon détestait fouiller dans la terre. Robot, lui, gars de la campagne, cultivait des légumes avec plaisir. Il se sentait mieux au jardin que devant des cartes d'état-major. Et la fin de la tragédie de Robot. 1821, le sosie a accompli sa tâche. Le vrai Napoléon est déjà loin, il est en sécurité. Le sosie n'est plus nécessaire. Il devient un témoin dangereux. Et on commence à l'empoisonner. Ce même arsenic. Lentement, méthodiquement. Robot commence à avoir des douleurs à l'estomac. Il crie, il demande de l'aide, mais les médecins ne font qu'écarter les bras. Dans son délire, juste avant de mourir, Napoléon n'appelle pas son fils, ne se souvient pas des grandes batailles. Il murmure des noms incohérents, peut-être les noms de ses voisins du village de Balécourt. Mais personne ne l'écoute. Le 5 mai 1821, François Robot meurt. On le place dans 4 cercueils, on coule du plomb, pour que personne ne voie jamais que l'empereur n'a pas de cicatrice de blessure. Fin. Ou pas? Où est donc le vrai Napoléon? Si c'est Robot qui est dans la tombe, Bonaparte a dû refaire surface quelque part. Et il a refait surface. En Italie. À Vérone. En 1823, 2 ans après la mort officielle de Napoléon, un homme étrange apparaît à Vérone. Il se fait appeler Monsieur Revard. Il ouvre un magasin d'optique. Vend des lunettes, des lentilles. Un commerçant ordinaire, semblerait-il. Mais les habitants commencent à chuchoter. Ce commerçant se comporte comme un roi. Il a une allure militaire. Il donne des ordres aux serviteurs avec des phrases courtes et sèches. Et des invités étranges viennent constamment le voir. Des Français. D'anciens officiers. Ils entrent dans son magasin, mais n'achètent pas de lunettes. Ils y restent assis des heures durant. Une nuit,
Les carabiniers de Vérone arrêtent dans la rue un homme enveloppé dans un manteau. Il refuse de se présenter. Une échauffourée éclate. L'homme leur ordonne de s'écarter d'une voix autoritaire. Le rapport de police sur cet incident a été conservé. Il y est écrit « L'inconnu possédait une force d'âme et une autorité incroyable, inhabituelle pour un roturier. Son visage à la lueur de la lanterne nous a paru effroyablement familier. On le relâche. Pourquoi ? Qui pouvait effrayer la police à ce point ? Et voici le point culminant. Le 23 août 1823. Monsieur Revard, alias l'étrange opticien, tente d'escalader la clôture du château de Schönbrunn à Vienne. Pourquoi ? Dans ce palais vit le fils de Napoléon. L'Aiglon. Le seul héritier légitime. Revard tente de s'introduire jusqu'à lui. La sentinelle tire. Revard est mortellement blessé. Avant de mourir, il a le temps de dire une seule phrase en français. Une phrase qui n'a pas été consignée dans le procès-verbal, mais que les soldats se transmettaient de bouche à oreille. On dit qu'il a dit « Dites à mon fils que j'ai essayé ». L'homme meurt. On l'enterre sur le terrain du palais, dans une tombe anonyme. Mais la femme de Napoléon, Marie-Louise, apprenant l'incident, fait une crise d'hystérie. Elle ordonne de détruire toutes les affaires du tué. Pourquoi une telle réaction à la mort d'un simple voleur ou d'un fou ? Peut-être parce qu'elle savait qui c'était ? La théorie de l'évasion nous dit « Napoléon n'est pas mort en martyr sur l'île. Il est mort comme un père essayant de voir son fils. Il a vécu encore 2 ans après sa mort officielle. Il était libre, mais il était seul. Et dans la tombe à Paris, que vénèrent des millions de personnes, repose un simple paysan français, François Robaut, qui a joué le plus grand rôle de l'histoire de l'humanité. Mais attendez. Il y a encore un détail. Le plus mystique. Le masque mortuaire. Juste après la mort en 1821, on a pris une empreinte en plâtre du visage du défunt. Ce masque est connu dans le monde entier. Il est exposé dans les musées. Mais des scans 3D modernes et une analyse des proportions du visage ont donné un résultat choquant. La distance entre les yeux, la forme des pommettes et la largeur du front sur le masque mortuaire ne correspondent pas aux portraits et bustes de Napoléon réalisés de son vivant. La différence est de quelques millimètres, mais elle existe. C'est le visage d'un autre homme. Le visage de François Robaut. Nous avons rassemblé presque toutes les preuves. La tombe vide du sosie. La mort étrange de Cipriani. La disparition de Robaut. Les dents blanches et l'absence de cicatrices sur le cadavre. L'opticien de Vérone. Tout cela forme le tableau d'une tromperie grandiose. Mais pourquoi ? À qui cela profitait-il ? Aux Britanniques ? Peut-être était-il plus simple pour eux de le laisser s'échapper que de le garder éternellement. Ou à Napoléon lui-même, qui a compris qu'il ne pouvait plus reprendre le pouvoir par la force, et a décidé de s'effacer pour devenir une légende ? Dans le chapitre suivant et final, nous analyserons la piste britannique. Nous découvrirons pourquoi l'Angleterre a si facilement rendu le corps à la France 19 ans plus tard, et nous analyserons les journaux intimes de ceux qui gardaient l'empereur. Il y a des notes à faire dresser les cheveux sur la tête. Préparez-vous. Nous mettrons un point final à cette enquête. Nous sommes arrivés au bord du terrier du lapin. Nous savons que le corps est trop bien conservé. Nous savons que le sosie a disparu. Nous savons qu'à Vérone, on a tué un étrange opticien. Mais la question principale demeure, pourquoi ? Pourquoi quelqu'un cacherait-il la vérité 200 ans après ? On pourrait penser, bon, il s'est échappé, et alors ? C'est du passé. Mais non. Le mystère du tombeau de Napoléon n'est pas juste une curiosité historique. C'est une question d'importance nationale, gardée aussi soigneusement que les codes nucléaires. Regardons la piste britannique. Croyez-vous vraiment que l'Angleterre, la maîtresse des mers, l'empire le plus puissant du monde, a simplement laissé filer son ennemi principal par négligence ? Le gouverneur Law était paranoïaque, oui. Mais à Londres siégeaient des pragmatiques. L'entretien de Napoléon sur l'île coûtait au trésor britannique 8 millions de livres par an. C'était une somme astronomique. L'équivalent de milliards de dollars aujourd'hui. La guerre était finie, crise économique. Et il y avait encore ce Corse qu'il fallait nourrir, abreuver, garder avec une flotte entière. Les conspirationnistes avancent une théorie cynique mais logique. Il était avantageux pour la Grande-Bretagne que Napoléon disparaisse. La mort du prisonnier résolvait tous les problèmes.
Mais le tuer ouvertement? Impossible. C'est un symbole, un martyr. L'Europe se soulèverait. Mais lui permettre de mourir tranquillement de maladie, ou le laisser s'enfuir en échange de son silence et de sa disparition? C'est l'option idéale. Si le vrai Bonaparte est parti en Amérique ou s'est caché en Italie sous le nom de Revard, il a cessé d'être une figure politique. Il est devenu un particulier. La Grande-Bretagne a économisé des millions, la France a obtenu la tranquillité. Tout le monde est gagnant. Et dans la terre pourrie, ou ne pourrit pas, le malheureux François Robaut. Mais revenons à la science. 21e siècle. Nous savons cloner des brebis, déchiffrer le génome des mammouths et retrouver des assassins grâce à une goutte de salive sur un timbre vieux d'un demi-siècle. Quoi de plus simple, semble-t-il? Ouvrez le tombeau. Prenez un minuscule échantillon de tissu. Comparez l'ADN avec les descendants vivants de la famille Bonaparte, et il y en a, et avec l'ADN de la mère de Napoléon, ses cheveux ont été conservés. Un test. 24 heures. Et une énigme vieille de 200 ans est résolue une fois pour toutes. Mais savez-vous ce que répond le ministère de la Défense français à toutes les demandes des scientifiques? Non. Un non catégorique et ferme. L'historien Bruno Roy-Henry, le principal chasseur de ce mystère, s'est heurté pendant des années à un mur bureaucratique. Il avançait des arguments: si c'est Napoléon qui est là, vous ne ferez que confirmer sa grandeur. Si ce n'est pas lui, nous saurons la vérité. Mais les autorités sont inflexibles. La version officielle: nous ne voulons pas troubler le repos de l'empereur. Sérieusement? En 1840, vous l'avez déterré, transporté à travers la moitié du monde, ouvert le cercueil. Exposé. Et maintenant, nous ne voulons pas le troubler? De quoi ont-ils peur? Imaginez une seconde les titres des journaux: le tombeau est vide, un paysan repose aux Invalides. Ce serait un scandale à l'échelle planétaire. Un coup porté au prestige de la France. Des millions de touristes paient pour s'incliner devant une idole, et ils s'inclinent devant un faux. Aucun président ne prendra la responsabilité d'une telle révélation. Ils ont besoin de la légende, pas de la vérité. Et voici le dernier clou dans le cercueil de la version officielle. Les papiers peints tueurs. On a longtemps cru que Napoléon avait été empoisonné à l'arsenic par les méchants Anglais. On a trouvé une concentration excessive de poison dans ses cheveux. Mais dans les années 1980, des scientifiques ont trouvé un morceau de papier peint de sa chambre à Longwood. Il s'est avéré que la peinture contenait de l'arsenic. Dans le climat humide de l'île, le papier peint dégageait des vapeurs toxiques. On aurait dit que l'énigme était résolue. Il respirait le poison et en est mort. Mais cette théorie s'effondre face à un simple fait. L'analyse des cheveux a montré que Napoléon recevait de fortes doses d'arsenic, non pas constamment, mais par à-coups. Des pics de dosage. Comme si on le lui donnait exprès. Le papier peint ne fonctionne pas comme ça. Le papier peint empoisonne lentement et uniformément. Mais l'arsenic donné par portion, c'est une méthode de conservation. Rappelez-vous le premier chapitre. Il fallait conserver le corps du sosie pour qu'il attende la substitution. Ou bien il fallait transformer le corps de Robaut lui-même en momie pour qu'en 1840 personne ne remarque que ce n'était pas Bonaparte. L'arsenic a fait son œuvre. Il a tué l'homme et il a préservé son secret. Alors qu'il repose sous le dôme doré à Paris? Le plus grand chef de guerre de l'histoire? Ou son ombre, François Robaut, l'idiot du village qui rêvait de gloire et a reçu un cercueil de plomb et l'oubli éternel sous un nom d'emprunt? Ou peut-être que le vrai Napoléon a fini ses jours comme vendeur de lunettes à Vérone, regardant passer les soldats et souriant dans sa moustache? Peut-être que sa dernière victoire n'était pas Austerlitz ni Marengo, mais cette géniale tromperie de la mort? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Les autorités ne laisseront pas ouvrir le sarcophage. Mais chaque fois que vous regarderez un portrait de Napoléon, fixez ses yeux. Et demandez-vous, qui voyez-vous? L'empereur? Ou un acteur qui a trop bien joué le rôle de l'empereur? L'histoire, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. L'histoire, c'est ce sur quoi les historiens se sont mis d'accord. Et la vérité, comme le vrai Napoléon, s'est peut-être échappée depuis longtemps, ne nous laissant qu'un beau décor. Merci d'avoir été avec nous pour cette enquête. Abonnez-vous, mettez un like, et écrivez dans les commentaires, croyez-vous que Napoléon s'est échappé? Ou est-ce juste un beau conte?